Bonjour à tous, je m'excuse d'avance pour la tenue inappropriée pour une vidéo qui parle d'économie et de bac, etc. Bon, pour tout vous dire, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui puisque c'est la journée des enfants et je m'étais promis de ne pas travailler. Donc c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Et j'avais promis, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Mais c'est pas mal parce que ça nous permettra justement de parler de la rigueur dans le travail, de la continuité dans le travail. Alors, il ne faut pas en arriver au point de travailler, y compris les jours de repos ou les jours de vacances, mais travailler différemment. C'est-à-dire toujours ne pas être dans la binarité. C'est-à-dire, je m'arrête pas totalement de travailler, mais je travaille pas comme d'habitude, mais entre les deux. C'est-à-dire, je travaille différemment. Peut-être j'utilise des supports que j'ai pas l'habitude d'utiliser, peut-être ne pas lire et regarder plus du documentaire, du reportage, etc. Et ça nous amène au contenu d'aujourd'hui, le reportage. Donc, pour ne rien vous cacher, en donnant à manger à un de mes enfants, j'ai mis les informations. Je suis tombé sur un reportage donc, qui traitait de l'industrie pétrolière dans le Texas. Donc, il mettait en scène, donc le reportage montrait les émissions de méthane. Donc le méthane qui normalement, les usines, l'industrie pétrolière doit installer un système de purification qui fait que le méthane, il faut savoir que c'est un gaz invisible. Donc, une fois que vous installez ces purificateurs, donc le méthane normalement ne doit pas être émis. Et le reportage montrait une activiste, oui, une activiste, une représentante d'une ONG qui s'appelait, dont j'ai plus le nom, euh, Heart, oula, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. J'essaie de retrouver parce que c'était tellement explicite en anglais. Earth Watch ou un truc comme quelque chose comme ça. Earth Watch, ouais, je pense la vision qu'on a sur la Terre. Donc elle filmait avec une caméra infrarouge et on pouvait voir les émissions de méthane. Donc s'en est suivi un échange avec quelqu'un qui représentait cette industrie pétrolière, un échange, bon, je vous passe les détails de l'échange, vous vous doutez de la teneur du propos. Alors pourquoi je le trouve intéressant? Parce que déjà, qu'est-ce que ça active? Par exemple, par exemple, ton grand oral porte sur la question du développement durable, et qui est une question très présente aujourd'hui, si ce n'est, et c'est sans doute la problématique si on devait hiérarchiser, la plus importante. Vu les choses les manifestations naturelles qu'on commence à voir, fonte des glaces, montée du niveau des eaux, érosion, les littoraux qui s'effondrent, des mers qui disparaissent, je pense notamment à la mer Rouge, et beaucoup voilà, la mer Rouge qui est quand même un patrimoine de l'humanité qui est en train de carrément disparaître. En tout cas, si on ne fait rien, ben, elle disparaîtra. Donc, tout, c'est la question. Donc, tu es susceptible nous sommes susceptibles de devoir parler de cette question-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce rôle de cet activiste qui représente cette ONG, le rôle des ONG dans la question climatique. Les ONG je dirais, sont passées au statut institutionnel. Les ONG ont une place dans les échanges, dans ce qu'on appelle oui, dans la négociation autour de la question climatique. Elles ont même certaines sièges à l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà, c'est sans équivoque, c'est vraiment les ONG, organisations non gouvernementales, qui font partie des parties prenantes, des différentes parties prenantes, ou ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire tout ce qui entoure une question, font partie de cette question-là, font partie du cours de terminale. Et par conséquent, toi, en tant qu'étudiant, ça te permet de réviser. Non pas de réviser avec cette manière un peu ennuyeuse de prendre le bouquin et de lire et d'essayer d'apprendre par cœur, mais tu apprends en dynamique.
en dynamique sur des choses vivantes, sur des choses d'actualité. Là, c'est sur du reportage, et ben, si tu es plus à l'aise avec le reportage, et ben, il faut y aller, ou y aller plus souvent, compléter le cours s'il n'est pas assez digeste par des choses, par différents supports. On vit une époque qui nous permet de faire ça, donc autant le faire. Donc, ça permet de réviser, de bien cerner cette notion, et puis par la même occasion, puisqu'on parle des ONG, ben, d'enchaîner sur les autres parties prenantes. Euh, sur les autres parties prenantes. Bon, les ONG, ils ont un rôle je dirais, d'agitateur. Il faut les voir comme ça. D'ailleurs, si vous croisez, pendant que vous zappez, vous tombez sur une intervention d'un représentant, d'un porte-parole d'une ONG, eh ben, ils connaissent pas le politiquement correct. Ils sont très agressifs, très offensifs vis-à-vis des gouvernements, des politiques. Je dirais, c'est dans leur cahier des charges de venir de secouer l'opinion publique avec des formules fortes, avec de la punchline, avec des choses très, très offensives. Et comme je disais juste avant, parler des ONG nous permet de parler des autres parties prenantes, parmi lesquelles on peut parler du comité d'experts intergouvernemental, du gouvernement lui-même. Et pourquoi j'ai enchaîné par le comité d'experts intergouvernemental? Parce que du coup, dans cette vidéo, ce qui était précisé, c'est que qu'est-ce qui justifiait ou qu'est-ce qui légitimait l'action de cette dame, de cette représentante de cette ONG euh, euh, Art, euh, euh, Art Watch? Qu'est-ce qui justifiait? C'est que ce qui était dit dans le reportage, c'est que il faut rappeler euh, que les États-Unis ont ratifié les accords de Paris. Les accords de Paris qui n'ont donc avec Joe Biden, ils ont ratifié les accords de Paris qu'ils n'avaient pas ratifiés sous l'ère de Donald Trump. Donc, les accords de Paris, là encore une fois, on révise le cours de manière dynamique, sans, je dirais, sans avoir sorti son cours et avoir essayé d'apprendre une date 2015. Bon, il faut se dire, il faut la situer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, etc. La mémoire ne retient pas forcément. Là, vous aurez remarqué qu'on est arrivé aux accords de Paris via les parties prenantes. Donc, ça crée une espèce de maillage, vous tissez une toile de pensée cohérente, et c'est la cohérence qui permet de retrouver les informations. Les accords de Paris en 2015 donc, n'ont pas été ratifiés par Donald Trump, mais par Joe Biden. C'est ce qui justifie cette action offensive aux États-Unis par les ONG. Pourquoi? Parce que bah, forcément, il y a plus de légitimité. Et ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, parmi lesquels on peut citer, puisqu'on a cité Donald Trump, qui de mieux pour illustrer le climato-scepticisme que cet illustre, entre guillemets, président. Donc c'est ce qui justifie, du coup, comme on a dit, l'action des ONG, c'est je dirais le contexte géopolitique. Donc géopolitique n'est pas très dissociable, n'est pas du tout dissociable de la science économique et sociale. Il y a une réelle transversalité qui est très, très appuyée entre ces deux disciplines. On voit bien qu'un changement de président a permis d'ouvrir d'autres perspectives et de remettre en cause, voilà. Ça permet, alors j'ouvre une toute petite parenthèse, ça permet aussi de réviser la géographie, parce que le Texas, l'industrie pétrolière, ce qui était dit aussi, c'est que les États-Unis, bon, il faut le savoir, c'est le premier exportateur de pétrole dans le monde. On peut imaginer que peut-être c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Venezuela, c'est bon, si on n'est pas du domaine, on ne peut pas savoir. Eh c'est quelque chose à savoir. D'un point de vue géopolitique, ça engage beaucoup de choses. Pour ceux que la géopolitique intéresse, ça engage beaucoup de choses parce que ça engage des choses sur les négociations au sein de l'OPEP.
on peut embrayer sur les cartels, sur toutes ces choses, sur l'économie, on va dire sur de l'économie industrielle pour ceux que ça intéresse. On voit bien qu'il y a beaucoup de transversalité qui consolide les connaissances car elles permettent de les mettre en lien les unes aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Les accords de Paris 2015. euh, donc les accords de Paris 2015, les parties prenantes, les différentes parties prenantes, le comité d'experts intergouvernemental. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que les États-Unis se sont engagés à l'horizon 2030 à l'horizon 2030 de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de 50%. 50% par rapport à quoi? Là encore une fois, révision du cours en dynamisme par rapport au niveau de 1990 qui a été choisi dans le cadre des accords de Kyoto. Donc, je dirais la base par rapport à laquelle on se réfère pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre à travers le monde et de réduire, entre autres, aussi l'empreinte écologique, c'est ce niveau atteint en 1990. On révise par la même occasion les accords de Kyoto, 97 de mémoire à vérifier, qui, donc, comme leur nom l'indique, se sont passés dans la ville de Kyoto et qui ont mis en place cette cible, cet objectif de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40%. 40 ou 30%, de 40%. Ouais, je dirais plus, peut-être 30%. Quoi qu'il en soit, personne n'est parfait. Quoi qu'il en soit, les États-Unis s'engagent à baisser les émissions de gaz à effet de serre de 50%. Donc en fait, ils vont au-delà même de ce que stipulent les accords de Kyoto et ce que préconisent les accords les accords de Paris. Différent du traité de Paris, c'est autre chose, ça, traité de Paris. Donc différent des accords de Paris. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend? Et c'est pour cela que moi j'ai vu une relation évidente entre les ONG et entre les ONG et le comité d'experts intergouvernemental, c'est que ce nombre-là, ce pourcentage de 50%, on ne l'a pas sorti du chapeau d'un magicien, comme on sort un lapin du chapeau d'un magicien. On peut pas, euh, tout comme on peut faire peut-être un parallèle avec les restrictions, ça là vraiment, on ouvre vraiment une parenthèse dans la parenthèse. Avec toutes les restrictions qui ont eu lieu pendant la crise sanitaire, on peut se demander mais pourquoi couvre-feu de 6 h à 21 h? Pourquoi limiter un rayon de 10 km et non pas 20 km? On ose espérer que le comité de scientifiques, oui, j'ai plus le nom, voilà, le comité de scientifiques qui s'occupait de la question sanitaire, on ose imaginer qu'il y a eu quand même des études qui ont été faites, mathématiques, basées peut-être en parallèle sur des questions d'urbanisme, pardon, d'urbanisation, comment on appelle ça, de gestion du territoire, d'aménagement du territoire, en relation aussi avec les transports, avec les communications, et tout ça. Puis rappelons aussi, encore une autre parenthèse dans la parenthèse, c'est que beaucoup d'opérateurs ont été d'une grande aide lors de cette crise sanitaire en fournissant comment dire, des cartes, des cartographies par le système de bornage, quand ils bornent quelqu'un quand il passe, grâce aux antennes, voilà, qui sont éparpillées un peu partout sur le territoire. Et le fait de pouvoir borner, de savoir, permet de cartographier
les déplacements des individus et forcément de pouvoir aider le gouvernement pour savoir est-ce qu'on restreint telle zone ou telle autre zone. Donc nous, revenons, vraiment on ferme vite cette parenthèse avant qu'on se perde. On peut, et puis on ose imaginer que ce chiffre-là de 50% proposé aux États-Unis n'est pas sorti comme ça par hasard, je dirais par défiance. Vous avez proposé 30%, nous on veut 50%. Hein, pour montrer un peu cette défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement, etc. Non, ça va être les comités d'experts le comité d'experts intergouvernemental, pardon, qui va étudier la chose et qui va voilà, décréter que 30% ce n'est pas suffisant pour limiter, pour ne pas atteindre cette augmentation de 2 degrés au niveau du réchauffement climatique d'ici à 2050. Ce n'est pas suffisant et il faut aller encore plus loin, d'où ce chiffre de 50%. Donc à l'appui derrière, normalement, on a des études qui ont été faites pour pouvoir avancer ce chiffre. Donc, et puis voilà, donc par la même occasion, on voit un petit peu toutes ces tractations qui se font. Nous, ça nous permet de réviser toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la question donc oui, bon, voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui gravite autour de cette question, de cette question climatique. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est par exemple, si toi, en tant qu'étudiant, tu fais ton grand oral et tu es sur une question, en train de traiter un sujet sur le développement durable, forcément, ton, ton oral, quand il sera émaillé de ces références-là, forcément, c'est ce qu'on attend de toi en tant qu'étudiant. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail d'expert, je dirais de novice économiste ou de débutant en économie qu'on attend de toi. Non pas un travail de journaliste, c'est-à-dire venir donner des chiffres. Il faut pouvoir faire ce lien, ce pont entre les chiffres que tu donnes et des éléments de cours. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il y a pas mal de choses qu'on peut relier. Là, c'était 3 minutes, hein. C'était simplement 3 minutes. On a fait un peu de chimie avec le méthane. On a appris que c'était un gaz non pas hilarant, mais un gaz invisible. On a appris beaucoup de choses. On a fait appel, on a soulevé beaucoup de choses de la géopolitique, de l'économie, de la sociologie, de la négociation, de l'économie internationale, de l'économie sectorielle, etc. Beaucoup de choses. Voilà, donc apprendre en dynamique, vraiment, toujours en dynamique, toujours se renseigner sur l'actualité. L'actualité est le meilleur éclairage du cours. C'est le meilleur éclairage du cours. La science économique, comme toutes les sciences, sont des sciences vivantes et qui se nourrissent du vivant. Et deuxième chose, toujours se mettre en autodiscipline de travail, y compris les jours où on n'est pas censé travailler, y compris les jours où nous sommes en repos ou en vacances, c'est-à-dire travailler, mais travailler différemment. Travailler différemment en réduisant la charge. Si je devais donner 2 orientations, réduire la charge de travail, forcément, aller vers quelque chose de plus ludique et modifier le support habituel. Si j'ai l'habitude de lire, ben, je passe sur de la vidéo. Si j'ai plus l'habitude de vidéo, et ben, inversement. Voilà. J'espère, bon, cette vidéo a été faite exprès un peu avant le grand oral. On voit l'inquiétude qui règne chez les élèves, chez les parents. On voit aussi beaucoup d'articles, de journaux, beaucoup de reportages qui parlent de ce grand oral. J'espère sincèrement
que ces conseils vous aideront, vous donneront l'élan, contribueront en tout cas à vous donner l'élan, l'amour de la SES. Et je vous souhaite bon courage à tous et à la prochaine.